続けば、溶岩が沖合に出現した直径およそBonjour et bienvenue sur le podcast Kampai format actualité. J'ai le plaisir de partager cette émission avec toi Gaël. Salut Gaël. Salut Charlie. Est-ce que tu es prêt pour tout ce podcast puisqu'on a pas mal de choses à se dire aujourd'hui. On a bien une bonne dizaine d'actualités. Oui, gros morceau ce mois-ci. Donc le principe du podcast, je le rappelle une fois encore, c'est de vous sélectionner des infos qui vont être soit importantes par rapport au Japon, soit aussi des petites anecdotes que nous on trouve intéressantes. Nous allons aborder différentes thématiques comme à chaque fois et notamment donc des thématiques sur la société japonaise, le cinéma, la politique. On aura également pas mal de news sur le cas des enfants au Japon, sur différents sujets. Et puis également on va parler du tourisme au Japon. Et pour ce mois de mars, on parlera en actualité évidemment de toutes les news qu'on a pu glaner sur le streptocoque de groupe A pour vous rassurer notamment sur la situation qui n'est peut-être pas du tout aussi importante et dramatique que ce que les médias nous laissent entendre ici en Europe. Donc ça, on fera tout un point là-dessus. Et si ça vous intéresse, vous avez également un nouvel article qui est sorti il y a quelques jours, donc fin mars, sur kampai.fr. On va entamer avec un hommage à deux hommes, deux références dans leur domaine. Et je vais commencer, si tu veux bien Gaël, par parler du décès évidemment de Akira Toriyama. Près d'une semaine après la date officielle de son décès, nous avons appris la mort de l'artiste, donc Akira Toriyama, comme je le disais, qui est le créateur des œuvres mondialement connues telles que Dragon Ball ou Dr. Slump, mais aussi pour les dizaines par exemple des personnages et des monstres de Dragon Quest. Donc Dragon Quest, tu me corrigeras peut-être, c'est uniquement un jeu vidéo à la base ? Oui, alors après nous on le connaît en France parce qu'il y a eu un manga et un dessin animé qui s'appelait Fly. Oui. Mais effectivement, à l'origine, c'est un jeu vidéo avant que Square et Enix ne fusionnent. Square avait ses Final Fantasy et Enix avait ses Dragon Quest. Donc c'était les deux grands JRPG des années 80 et 90. Eh bien, je te remercie pour cette précision. Et donc, Akira Toriyama, il est décédé à l'âge de 68 ans le 1er mars. Et à l'origine de son décès, c'est donc un hématome sous-dural aigu, pour le terme plus médical. Donc, c'est un épanchement entre le cerveau et le crâne qui a mis fin à ses jours. Donc, pour parler tout d'abord de son œuvre, avant de parler de l'homme, Dragon Ball, par exemple, Dragon Ball a été créé en 1984 et ça fait clairement partie des œuvres qui ont su diffuser, en tout cas en France, l'art japonais, en tout cas une partie de l'art japonais, et qui ont forgé très fortement la pop culture française. Donc on peut s'en rendre compte dans les podcasts interviews par exemple, puisque souvent quand tu demandes aux interviewés comment ils ont abordé le Japon, très souvent c'est quoi la réponse ? C'est souvent par les mangas et souvent par Dragon Ball, et je vais pas te dire le contraire moi-même. À part Akira, je pense que Dragon Ball, c'est le premier manga qui a été importé en France par Glénat en 1993. Alors, tous les vieux de la vieille comme moi s'en souviendront, mais ouais, c'est notre premier manga en gros. Ouais, et puis en plus, c'était diffusé aussi au club Dorothée, ce qui fait que on a tous eu les génériques en tête à ce moment-là. Il y a eu une première publication au Japon le 2 mars 1988, et comme tu le disais, nous, après c'était plutôt le premier tome en tout cas, en 1993 chez Glénat. Et nous, on peut se souvenir également du doublage magistral, on va dire, de Sangoku enfant par exemple avec Brigitte Lecordier. D'accord. Nuage magique. Et hop, il vient, et hop, t'es là, quoi. Ou celui de Vegeta par Éric Legrand. Oui, et puis il y a aussi le Kamehameha légendaire en version japonaise. Alors, j'ai pas le nom de la doubleuse en l'occurrence, que c'est une femme, donc désolé, mais tu pourras nous ressortir, je pense, ce son parce qu'il est vraiment excellent. Ah oui, en plus, je crois qu'il existe avec la vidéo d'ailleurs, je crois. Okay. Et j'allais justement te demander si tu fais partie de ces personnes qui ont fait leur Kamehameha à l'école ou dans la chambre ou pas. Ouais, j'ai fait ça. J'ai fait aussi l'attaque du cygne dans Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiac. Ah oui, ok, oui. Voilà. Ah, et plus complexe. Ça demande un peu Mais plus de oui, travail. comme beaucoup d'enfants, j'ai fait ça et je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui le font encore aujourd'hui. Dragon Ball, c'est 260 millions d'exemplaires de mangas vendus dans le monde, donc c'est quelque chose d'assez massif, hein. Et ça a été décliné évidemment en films d'animation, en jeux vidéo, figurines, cartes à jouer, etc., etc.
Et si je peux citer une fois dans le podcast Monsieur Toriyama, il disait en réponse au quotidien Asahi en 2013 « Pour moi, Dragon Ball, c'est comme un miracle. Il a aidé quelqu'un comme moi qui a une personnalité tordue et difficile à faire un travail décent et à se faire accepter par la société. » C'est vrai que l'œuvre d'Akira est aussi connue pour le fait qu'il s'investit beaucoup dans ses personnages. On reconnaît par exemple certains traits de caractère à travers Sangoku, par exemple, le personnage un peu naïf et rural, sans que ce soit péjoratif. On le reconnaît aussi à travers, et il le dit lui-même, de Tortue Géniale en tant que pervers solitaire, ou de Yamcha avec son goût pour la liberté et les motos, qu'il dessine aussi beaucoup dans des dessins en off sur les les véhicules. Donc Dragon Ball, à l'origine, c'est une interprétation du Voyage vers l'Ouest, ce fameux conte chinois. Et c'est vrai qu'il est parti de cette base-là et qu'il a rapidement créé son univers, un petit peu aussi sur la base de Dr. Slump dont tu vas parler. Mais ça s'est étendu très largement, il y a eu 42 tomes au total, et je pense qu'on peut vraiment le citer, Dragon Ball, comme le père du shonen, en fait. Il y a 3 grands shonen qu'on connaît dans la culture populaire japonaise, c'est Dragon Ball, Naruto et One Piece, qui est encore en cours. Et que ce soit Masashi Kishimoto ou Eiichiro Oda, qui sont les 2 auteurs de Naruto et One Piece, ils ont tous les 2, je pense, une grande admiration pour Akira Toriyama. Et ça reste encore aujourd'hui, même si voilà, au standard d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est un petit peu plus concentré finalement, il n'y a que 42 volumes. Ça reste quelque chose d'assez légendaire. Et puis après, il y a eu d'autres séries, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super plus récemment. Donc vraiment, c'est quelque chose, je pense, que tout amateur de manga doit connaître. Et puis, comme tu le disais, aujourd'hui, ça s'est développé presque en tant qu'entreprise, puisque c'est encore d'actualité aujourd'hui pour les films, pour les cartes qui sont remises au goût du jour, etc. Oui, parce que c'est vrai que ça a énormément marché au Japon, ça a été importé donc chez nous en France, et puis un petit peu plus en Europe dans les années 90. Et les États-Unis, ils l'ont connu très tardivement, au début des années 2000, si je ne me trompe pas. Je me souviens qu'il y a eu beaucoup plus de jeux vidéo à partir de ce moment-là, parce que justement, ils avaient Dragon Ball avait pénétré un nouveau marché, en fait, qui était les US. Et donc tu nous parlais de Dr. Slump, c'est vrai que ça c'est une partie aussi de son œuvre, puisque c'est paru entre 1980 et 1984 dans les Shonen Jump dont on a déjà parlé lors du précédent podcast. Donc cet hebdomadaire qui va qui va publier des bouts de manga aussi pour justement séduire son public, trouver aussi un écho, et c'est comme ça qu'il a su adapter ses œuvres aussi avec le retour du public. Je crois que c'est quelque chose que Toriyama a beaucoup fait. Ouais, un chapitre par semaine, et dans ce Shonen Jump, au bout de 10 chapitres, on publie ce qu'on appelle un tankobon, donc c'est un volume, en fait, un tome de manga. Et dans chaque Shonen Jump, chaque semaine, il y a une petite carte, et pour chaque titre qui est diffusé dans le Shonen Jump, il y a avez-vous bien aimé, beaucoup aimé, pas du tout aimé, et c'est en fonction de ça que les mangas sont reconduits chaque semaine. Et tout à l'heure, je parlais de l'importance de Dragon Ball pour la pop culture en France. Eh bien, Akira Toriyama, il a reçu un prix spécial pour le 40e Festival de la BD d'Angoulême en 2013. Donc ça a fait de lui le premier auteur de manga à être récompensé dans ce festival qui était auparavant dédié uniquement à la BD presque que franco-belge. Et en 2019, c'est le titre de chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres qui lui a été attribué également en France par le ministère de la Culture. Et enfin, pour terminer sur cette capsule liée à Toriyama, ce qu'on peut dire, c'est que Dragon Ball n'a toujours pas, on le disait tout à l'heure, terminé son chemin, puisque là, c'est l'Arabie Saoudite qui a décidé d'ouvrir un grand parc, et apparemment, les travaux auraient déjà commencé, dans la nouvelle ville de Qiddiya, avec 7 zones, 30 attractions, beaucoup d'hôtels, donc c'est 500 000 mètres carrés de terrain qui vont être dédiés à un parc d'attractions spécial Dragon Ball. Donc on ne sait pas du tout après le pourquoi du comment pour l'instant, j'ai l'impression. Mais ça va avancer. Et au Pérou également, il y a une fresque de 110 mètres de long qui rend hommage à Akira Toriyama, qui a été réalisée par 45 artistes. Donc vous allez voir, on va dire 45 fresques en une. Le mur, pour l'avoir vu en vidéo, il est vraiment gigantesque, et en hauteur et en longueur. Et donc voilà, je dirais que pour terminer, ça va être impossible pour Shenron d'en appeler aux boules de cristal pour ressusciter cet auteur. Mais il va laisser derrière lui évidemment cette œuvre, et comme tu le disais tout à l'heure, les auteurs de One Piece et Naruto lui rendent hommage aussi également, puisque ce qui existe aujourd'hui, c'est en partie grâce à ce monsieur. Ouais, on lui souhaite bon vent sur la petite planète de Kaioshin. Et je vais prendre le temps de vous parler d'un autre hommage, celui du fondateur du karaoké, Shigeichi Negishi,
qui est connu donc comme l'inventeur de cette discipline, ou en tout cas c'est lui qui a créé les premières, ce qu'on appelait les Sparko Box. Donc c'est lui qui a eu l'idée, on va dire en premier, ou apparemment en premier, d'assembler des appareils type haut-parleur, microphone et magnétophone pour pouvoir jouer ensemble à partir d'émissions de télé qu'il aimait bien regarder. Donc lui, c'est vrai qu'il n'a pas breveté sa création. Et à partir du moment où il a pensé à cette Sparko Box, ce qui lui permettait du coup de faire son karaoké, il a décidé de placer environ 8000 boîtes un peu partout dans le Japon, y compris dans des restaurants, des hôtels, etc. Ça n'a pas eu de succès pour autant, mais ça a mis les gens sur la voie aussi pour cette nouvelle activité. Est-ce que toi, Gaël, tu as des anecdotes ou est-ce que tu pourrais nous parler un peu du karaoké au Japon ? Oui, le karaoké, c'est une institution au Japon. On en trouve vraiment partout dans les grandes villes. Si vous voulez faire une soirée entre amis, s'amuser, c'est vraiment pas entre guillemets, l'activité un peu glauque qu'on peut avoir, nous, dans des bars ou voilà, devant tout le monde. Le karaoké au Japon, c'est des petits box. Donc, vous allez louer entre amis une salle pour 2, 3, 4, 5, 10 personnes. Même parfois, il y en a qui vont le faire tout seul. C'est des petits box insonorisés. Et vous êtes tranquille toute une soirée ou pendant quelques heures dedans. Et vous pouvez commander à manger, à boire. Il y a plein de chansons, y compris des génériques de dessins animés, enfin d'animés. Par exemple, le générique de Evangelion. Zankoku no Natenshi no Teise est premier, je crois, depuis 30 ans, quelque chose comme ça, je ne vais pas dire de bêtises, pas loin de 30 ans. Et on a aussi parfois des chansons françaises, donc des vieilles chansons françaises, Aznavour ou Le Temps des Cerises ou ce genre de choses. Donc ça peut être assez amusant à faire. Si vous êtes au Japon, faites l'expérience si vous avez l'occasion. C'est tellement pas glauque, comme tu le disais, on peut y aller tout seul aussi dans ces box. Et je vais te laisser la main pour nous parler un petit peu de la situation du surtourisme au Japon. Kanpai a sorti un article en début d'année à ce sujet et je te laisse nous en dire un petit peu plus. Et oui, parce que c'est un sujet qui va forcément revenir. Alors, on va parler en fin de podcast, comme chaque mois, des chiffres du tourisme, mais le sous-tourisme, c'est un sujet qui revient régulièrement. Alors là, c'est évidemment Kyoto qui est encore dans le sujet, parce que c'est une ville qui est assez ramassée géographiquement, donc il y a forcément des ajustements à faire. Là, on va parler de Gion, qui est le quartier des geishas, comme on l'appelle dans le centre-ville. Là, c'est le conseil en fait chargé de conserver le paysage urbain du quartier de Gion, qui a installé différents panneaux informatifs à 3 endroits du district. En fait, il cherche à communiquer et puis aussi à fermer, on va le voir juste après. Mais c'est une décision qui est prise à l'initiative des habitants et des commerçants. C'est vrai que même si pour le voyageur en fait qui n'est pas kyotoïte, mais Kyoto c'est une ville parfaite entre guillemets pour le tourisme, pour découvrir le Japon traditionnel, il y a quand même des habitants qui y vivent, donc il faut faire en sorte d'accorder entre guillemets les besoins à la fois des habitants et des touristes. Donc là ce qu'ils ont installé sur ces pancartes, c'est des informations sur l'histoire locale et puis aussi des messages qui invitent les visiteurs à avoir un comportement approprié. Donc l'objectif, c'est pas seulement d'afficher seulement ce qui est interdit, mais aussi d'expliquer un petit peu ce qu'est Kyoto et ce qu'il est bien de ne faire ou de ne pas faire. Donc par exemple, il y a un panneau sur le pont Tatsumi qui explique en fait le fonctionnement des clôtures en bambou, ce qu'on voit en fait dans les espaces verts au bord de la rivière. Donc on invite les visiteurs à ne pas s'asseoir sur les clôtures car ce serait dangereux, c'est pas des clôtures qui sont faites pour s'asseoir. Pareil, on explique aussi, on appelle les visiteurs à ne pas fumer dans le quartier, en expliquant donc, de manière assez appropriée que le quartier a déjà été réduit en ruine à la suite d'incendies massifs qui ont eu lieu entre 1788 et 1864. De manière un peu plus coercitive quand même, il y a des interdictions qui sont mises en place. Alors c'est vrai que depuis 2019, il y avait des amendes de 10 000 yens, donc ça fait à peu près 70 € en ce moment, qui étaient liées aux interdictions de photographie dans les voies privées, donc qu'on appelle Shido. Ça, c'est fait en sorte pour protéger les maiko et les geiko, donc les geishas de Kyoto, qui est un petit peu entre guillemets harcelés. C'est-à-dire qu'on avait des paparazzis entre guillemets, des gens qui les suivaient, voire qui les touchaient
Ça, c'était très, très, très gênant, évidemment. Donc, il y avait déjà une interdiction de photographie. À partir du mois d'avril 2024, il y aura carrément une interdiction d'accès. Donc, ce n'est pas une interdiction d'accès au quartier de Gillon, bien sûr, comme on a pu le lire malheureusement dans certains médias. C'est vraiment une interdiction d'accès à des voies privées, donc ce qui déjà semblait tomber sous le sens. Mais là, ce sera vraiment plus officiel. Donc, de la même manière, il y aura une amende qui sera mise en place, une amende de 10 000 yens pour les contrevenants. Et dans les autres indications de bonne conduite, on parle de ne pas arrêter les geishas dans la rue, bien sûr, ne pas bloquer les passages, ne pas fumer comme on l'a dit, et ne pas jeter de déchets, et supporter si possible l'artisanat local, marcher en silence, apporter une gourde réutilisable, etc. Donc tout ça on en parlait, enfin vous en parliez, hein, Charlie, avec Marjorie et Kelly, dans le très long podcast qu'on vient juste de publier sur Kyoto. Vous expliquez un petit peu toutes ces attentions qu'il fallait avoir hein, vis-à-vis notamment du quartier de Gillon. Nous, on invite évidemment tous nos auditeurs à faire très très attention, à bien respecter les consignes, à surtout vraiment bien respecter les maiko et les geiko, parce que c'est un travail qui est privé. Hein, elles sont pas disponibles en fait, même si elles marchent dans la rue, c'est pour aller à leur travail en fait. Donc elles sont pas disponibles pour faire des photos ou autre. Donc on encourage vraiment tout le monde à bien respecter ces consignes. Et tu parlais des ruelles privées, c'est vrai qu'au Japon, mais en fait un peu partout, hein, il y a des ruelles qui ne sont pas de l'ordre de la municipalité. En fait, ça va être entretenu et utilisé par les locaux et par les commerçants. Donc c'est des routes de travail dans lesquelles on n'a pas à mettre les pieds. C'est pas parce que c'est accessible que voilà, si vous écrivez voie privée ou des interdictions, mais c'est bien de respecter ces panneaux-là déjà. Absolument. Autre sujet à Kyoto, un lancement prochain de bus express touristiques à partir du mois de juin. Alors le transport à Kyoto, ça a toujours été problématique, hein, parce que c'est une ville qui est peu adaptée. Alors, il y a bien un métro, mais il n'y a que 2 lignes, hein, verticale, horizontale, et qui ne sont pas très pratiques. Et puis les bus, c'est pas très pratique pour le coup, parce que déjà il y a beaucoup de monde dans les rues, avec la circulation, etc. Il n'y a pas de voie de bus, ou en tout cas très peu. C'est pas une ville qui peut se le permettre. Et aussi, les bus en fait fonctionnent jusqu'à 17h pour certains, donc c'est vraiment pas très pratique. Et en plus, le maillage est pas génial, parce que beaucoup de bus partent de la gare, mais quand on n'est pas à la gare, on n'a pas forcément beaucoup le choix. Donc là, il y aura un bus express touristique qui va être mis en place, et qui permettra, toujours depuis la gare, de desservir en fait parmi les lieux les plus touristiques de la ville, donc ceux justement qui sont marqués par le surtourisme. C'est un peu le serpent qui se prend la queue. Ce bus coûtera 500 yens. L'objectif de la ville, c'est de désengorger en fait le transport en bus dans Kyoto, c'est-à-dire en fait d'alléger la nuisance pour les locaux. On en parlait déjà, vous en parliez hein, dans le podcast sur Kyoto, c'est par exemple de ne pas avoir de grosses valises dans les bus, si possible, en tout cas de les réduire. Donc on verra si ça porte ses fruits, mais en tout cas c'est une bonne chose qu'il y ait une multiplication des transports à l'adresse des touristes, parce que c'est vrai que c'est pas toujours très simple de se déplacer dans Kyoto. Autre lieu marqué par le surtourisme, le mont Fuji. Donc on vient d'apprendre là en début de mois, le 4 mars, que la préfecture de Yamanashi avait approuvé de façon unanime une ordonnance qui met en place un péage de 2000 yens pour pouvoir faire l'ascension du mont Fuji. Donc c'est pas grand chose, hein, c'est une quinzaine d'euros, mais au départ de l'ascension, donc à la 5e station, on aura ce péage qui, alors avant on avait une contribution facultative, et désormais on a cette taxe entre guillemets obligatoire qui sera mise en place, et en plus de ça on aura une limitation d'accès à 4000 grimpeurs par jour. L'objectif c'est donc de réduire en fait ces longues processions. Vous pouvez même les voir en fait dans notre article sur Kampai, surtout en fin de parcours avec des randonneurs qui étaient les uns à la suite des autres. C'est un petit peu l'embouteillage. Donc là voilà, l'objectif c'est de faire en sorte, ça reste une montagne sacrée, hein, qu'il n'y ait plus en tout cas autant d'embouteillage. Et de la même manière, l'accès de nuit que nous on conseillait sur Kampai, c'est-à-dire de partir de Tokyo l'après-midi pour pouvoir grimper en début de nuit et pouvoir voir le monter du soleil depuis le mont Fuji, sera limité désormais aux grimpeurs qui auront une réservation d'hébergement, c'est-à-dire une hutte en fait pendant la randonnée et pendant l'ascension du mont Fuji. Donc ça c'est quelque chose qui va vraiment changer. Et cette taxe, donc 4000 grimpeurs fois 2000 yens, si je compte bien ça fait 8 millions de yens par jour, ce sera utilisé pour l'entretien des sentiers. Je pense qu'il restera un peu d'argent, mais ça après... Ce sera de très beaux sentiers.
Et bien sûr, au-delà de ce péage, il y aura toujours cette invitation au don volontaire lors de l'ascension pour la conservation du mont Fuji. Dernière ville concernée par le surtourisme ce mois-ci, c'est la ville d'Osaka, qui est pourtant, on n'imagine pas forcément une ville de tourisme à envisager immédiatement lors d'un premier voyage. Toutefois, il y a quand même un besoin qui est existant, puisque le gouverneur Hirofumi Yoshimura envisage de facturer aux touristes étrangers, donc ça c'est intéressant, des frais d'entrée. Donc pour contexte, pour rappel, Osaka c'est la 3e plus grande ville du pays, et c'est un lieu de tourisme qui est de plus en plus attractif pour plusieurs raisons. D'abord, c'est parce que c'est très proche de Kyoto et qu'on a donc l'aéroport du Kansai notamment qui est une porte d'entrée assez facile sur le Kansai. On a les Universal Studios en fait Japan, avec le parc Super Nintendo World qui a ouvert il y a quelques années. Des fameuses spécialités culinaires à Osaka, donc là je vous encourage à aller lire nos articles sur Kampai. Et puis évidemment une grande facilité d'accès, notamment avec le JR Pass via la gare de Shin-Osaka. Donc cette taxe qui est prévue par la municipalité, ce sera un petit peu comme une taxe de séjour, en fait, une taxe d'hébergement. En l'occurrence, là, on nous donne des exemples, c'est-à-dire un coût d'environ 100 à 300 yens, donc c'est-à-dire un peu moins d'€1, à peu près jusqu'à 2 €, 2,50 € pour les hébergements qui coûtent plus de 7000 yens la nuit. Donc là, les sommes récoltées serviront à financer des mesures pour diminuer les impacts du surtourisme, c'est-à-dire par exemple maintenir les rues et les infrastructures propres. En termes de mise en place, donc pour l'instant c'est encore à l'état de projet, on estime que cette nouvelle taxe arrivera au moment de l'ouverture de l'exposition universelle de 2025, qui sera donc à peu près dans un an. Et alors le surtourisme, évidemment, c'est pas que des retombées négatives, faut pas non plus cracher dans la soupe, notamment en termes de dépenses. Donc là, l'agence de tourisme japonais nous a informé que les dépenses annuelles de visiteurs internationaux l'année dernière, donc en 2023, ont dépassé le record de 5000 milliards de yens, c'est-à-dire à peu près 33 milliards d'euros, qui dépasse donc le précédent record qui avait été établi en 2019, c'est-à-dire l'année post-Covid, qui est toujours notre année de référence. Et ce qui est intéressant, c'est de noter, c'est qu'en 2023, donc l'année dernière, il y a eu seulement 80% de visiteurs par rapport à 2019, notamment à cause du tourisme chinois qui n'est pas encore reparti à fond à cause des visas. Ce qui veut dire qu'en fait, en 2023, il y a eu 1300 € de dépensés par voyageur au Japon, contre 970 € seulement par personne en 2019. Donc ça inclut évidemment les touristes asiatiques. Et à quoi on peut l'attribuer ? C'est notamment, encore et toujours, on va en reparler même encore tout à l'heure, du cours du yen qui est toujours très faible. Donc c'est vrai que ça permet plus d'achats sur place avec des monnaies étrangères. Quand on change des euros ou des dollars en yens, on en a plus. Et puis également, bien sûr, les restrictions de voyage qui ont été levées, donc un peu plus de volonté de se faire plaisir peut-être. Ce qu'on note aussi, c'est que la part de l'hébergement a augmenté dans ses dépenses, elle a augmenté de 5%, alors que les achats matériels ont diminué. Ce qui signifie en fait que les hébergements ont repris un peu du coffre, alors notamment avec l'inflation, ont augmenté leur prix, et puis que les touristes privilégient un petit peu plus probablement les expériences culturelles plutôt que les achats matériels. Donc en termes de pays qui ont le plus dépensé, on a Taïwan en tête avec près de 15% des dépenses, la Chine également malgré tout, et puis la Corée du Sud avec 14,1%. Et pour finir, alors non pas sur le surtourisme, mais tu en parlais en introduction Charlie sur la bactérie là, qui fait un petit peu le buzz. Donc on a publié sur Kampai un article il y a quelques jours au sujet du streptocoque, donc cette fameuse bactérie mangeuse de chair. Donc on voulait un petit peu faire le point. Donc c'est un long article qui a été écrit par Marjorie et Kelly pour vraiment faire le point sur le sujet. Alors évidemment, on n'est pas médecin, on ne donne pas de conseils médicaux, mais c'est histoire quand même d'avoir du factuel. On lit un petit peu partout dans les médias là, depuis quelques jours, l'alerte rouge à la bactérie mangeuse de chair. Donc c'est l'infection au streptocoque du groupe A au Japon. Alors ce qui est important de rappeler, c'est que ce n'est pas une nouvelle maladie, contrairement au Covid qui était un nouveau coronavirus en fait en 2020. Ça, c'est une bactérie qui est connue. Il y a des cas depuis longtemps. Alors, qu'est-ce que ça crée ? Donc une insuffisance rénale, une détresse respiratoire, des hémorragies, des thromboses. Ça, c'est les risques. Le principal symptôme étant des douleurs en fait, et puis de la fièvre.
Nous, ce qu'on souhaitait rappeler, c'est qu'il n'y a pas une explosion des cas. On reste quand même sur des chiffres qui sont assez bas, c'est-à-dire moins de 900 cas en 2019, 941 cas en 2023, ce qui est un petit peu, je ne vais pas dire inquiétant, mais ce qui donne une petite surveillance en fait sur cette bactérie, c'est le fait qu'il y en ait eu 517 sur les 3 premiers mois de 2024, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a quand même plus de 126 millions d'habitants au Japon, donc c'est quand même un taux qui est extrêmement faible. Et d'autre part, les chiffres sont difficiles à comparer, mais il y aurait plus de cas en France et en Europe qu'au Japon sur cette bactérie, donc c'est vrai qu'on essaye toujours de garder un peu de perspective vis-à-vis de ça. Donc ce que l'on conseille encore et toujours, c'est de ne pas céder à la panique et surtout d'appliquer les gestes barrières qui sont existants depuis le Covid. Donc n'hésitez pas à porter un masque si ça peut vous rassurer, notamment dans les transports, dans l'avion, dans les trains, dans les bus, etc. Lavez-vous correctement les mains parce que c'est quand même une bactérie qui peut se transmettre pas seulement en nosocomial, mais aussi par les gouttelettes, donc en parlant à d'autres personnes. Après, nous, on a fait le point aussi avec notre équipe au Japon, nos reporters sur place, et c'est vrai tout simplement, on n'en parle pas. Oui, c'est pas qu'on n'en parle pas puisque c'est caché, c'est plus que c'est si peu qu'au final, pour l'instant, ça ne les intéresse même pas de s'en préoccuper, sachant que ce seraient les premiers à mettre les mesures en place, justement, que ce soit par rapport au tourisme ou aux citoyens, évidemment, avec les masques, etc. Et on peut rappeler aussi que l'article Kampai à ce sujet, il sera forcément mis à jour s'il y a des nouveautés. Et puis que tu donnais les chiffres tout à l'heure, je crois que sur Kampai, on dit que ça fait 0,0008% de personnes en fait, qui ont un décès lié à cette bactérie. Il ne faut pas regarder les titres en gras et en rouge sur nos réseaux sociaux à nous, et on ne va pas citer les chaînes d'infos. Eh bien Gaël, je vais prendre la main. Cette fois, on va s'attarder un peu sur des thématiques liées à l'enfance et à la natalité au Japon. Une des épées de Damoclès au-dessus de l'archipel nippon, en plus des aléas climatiques et sismiques évidemment, elle se cristallise dans l'enjeu majeur que représente le vieillissement de la population et c'est notre sujet pour l'instant. Donc je vais le dire tout à l'heure, mais c'est vraiment une crise démographique mais qui est déjà très connue des démographes et des géographes. Et par rapport à ce sujet de société, c'est vraiment le Japon, c'est vraiment le pays en avance, si je puis dire, sur le sujet, puisqu'en fait, il nous sert un peu de miroir du futur quant à l'étude de ces pays développés qui connaissent justement ce déclin de population. Et on va voir différentes raisons, et enfin, quels en sont les facteurs. Mais pour rappel, donc, cette crise démographique, c'est le moment où la population elle connaît une baisse très importante de la mortalité. Donc, on vit plus longtemps, pour de bonnes raisons, souvent médicales, alimentaires, etc., stabilité politique, etc. Et c'est aussi le moment où il y a une baisse sur la courbe de la fécondité. Donc ça veut dire qu'on se retrouve au final avec une part de personnes âgées beaucoup plus présente dans la population totale, donc dans la population par rapport à la population active également. Et en voie de conséquence, on a une population qui décline. Donc c'est l'accroissement naturel, c'est la courbe d'accroissement naturel qui est touchée de façon négative. Donc différents facteurs, et n'hésite pas à intervenir Gaël si tu vois autre chose, mais il y a le fait de la société japonaise, notamment avec leur idéologie qui n'a pas trop bougé depuis l'après-guerre vis-à-vis du travail, avec le fait de travailler beaucoup à la base pour reconstruire le pays, qui a une forte pression sur le monde du travail. Il y a le célibat évidemment, et puis il y a la part des femmes qui commencent très très légèrement, on en parlera tout à l'heure, mais à évoluer un petit peu positivement par rapport à des femmes qui vont travailler peut-être plus, qui vont faire plus d'études aussi, etc. Donc remettre à plus tard ou à jamais ce désir d'enfant. Et donc aussi on a les jeunes, donc hommes ou femmes, qui quittent le pays aussi pour aller voir ailleurs pour trouver du travail, par rapport à ces conditions de pression de travail justement. Et pour parler de chiffres, là si on en parle aujourd'hui, c'est que les chiffres sont sortis et qu'on est au plus bas depuis longtemps. Et ces chiffres continuent de chuter. Les prévisions pensaient qu'on allait passer sous la barre des 760 000 naissances pour 2035. Et au final, on est déjà en dessous de ce chiffre puisqu'il y a 258 000 naissances en 2023. Donc on a plus de 10 ans malheureusement d'avance là-dessus. Et en même temps, la courbe des décès, elle, est toujours positive dans le sens on vit toujours un peu plus longtemps. Et il y a aussi le fait que le nombre de mariages diminue. Et on est arrivé même à un stade où il y a moins de mariages qu'au début de la Seconde Guerre mondiale. Enfin, on aura quelques anecdotes un peu plus rigolotes après, mais c'est des chiffres quand même marquants pour un pays, pour pouvoir continuer justement à
à persévérer. Et en plus de ça, on a vu que par exemple, ils ont perdu leur 3e place de 3e puissance économique mondiale. Et ben ça fait partie des facteurs. Donc on parle vraiment de crise démographique que doit affronter le Japon, et l'administration du Premier ministre Fumio Kishida dit que, donc je cite, « La baisse rapide du nombre de nouveau-nés a été attribuée au mariage tardif et au célibat ». Donc évidemment là ils occultent, on va dire, la vision japonaise du travail, et donc ils ont qualifié la période allant jusqu'à 2030 de dernière chance pour inverser la tendance. Donc je trouve que ces mots ils sont assez forts, mais en même temps et on va le voir, c'est qu'il y a quand même pas mal de leviers pour pallier à ça, même si la situation est quand même très difficile, notamment l'augmentation des salaires dans les zones plus rurales, puisque avec moins de salaires, ou en tout cas pour élever des enfants, ça devient compliqué avec le pouvoir d'achat japonais. On va pouvoir résoudre aussi les inégalités entre salaires hommes et femmes. Ça pourrait être une très bonne initiative sur laquelle ils réfléchissent. Et il y a évidemment la discussion autour de l'augmentation des allocations familiales. Donc ça, c'est une solution qui est trouvée un petit peu partout dans le monde pour justement booster cette envie et cette possibilité d'élever des enfants dans de bonnes conditions. Et enfin, et surtout, on en reparlera tout à l'heure aussi, vu qu'ils ont un recours très limité à l'immigration, forcément, ça n'aide pas le pays à pouvoir accueillir davantage d'enfants sur leur pays. Et donc, moi, j'avais une petite anecdote qui nous dit que, en conséquence, le groupe OG Holdings abandonne la production de couches pour bébés, et donc il se trouverait que dans le marché, vu que c'est plus un marché intéressant pour l'entreprise, eh bien on en vient à trouver beaucoup plus de sections de couches pour seniors ou pour animaux, notamment pour chiens, que pour bébés. Alors moi je trouve ça à la fois drôle et en même temps c'est quelque chose de très concret dans le quotidien. Quand on va aux courses, on passe forcément par un rayon couches, et donc là on verra plus les petites têtes de bébés trop mignonnes. des petites têtes de grand-père et de grand-mère trop mignonnes. Avec les chiens qui vont avec. Mais au risque d'être pessimiste, je vois mal comment le gouvernement japonais pourrait endiguer cette tendance. Je les vois plutôt se diriger vers l'effet Corée du Sud, où on a encore moins d'enfants par femme. J'aime pas trop cette expression, mais j'ai du mal à croire que la population japonaise ne va pas décliner de dizaines de millions de personnes dans les décennies à venir. Oui, parce que c'est un phénomène qui, quand il est enclenché, c'est aussi pour ça que je disais que c'était un peu notre miroir du futur, c'est qu'il faut trouver des solutions, et les solutions, on ne les a pas forcément, puisque là, c'est de l'humain, en fait, c'est créer des humains, donc c'est pas quelque chose d'évident. Et on le verra aussi qu'il y a des conséquences à tout ça, notamment avec des personnes âgées qui doivent travailler au Japon beaucoup plus longtemps. Je me souviens de vidéos, on voit des entreprises qui fournissent des exosquelettes aux personnes âgées pour soulever des colis, etc. Il y a aussi alors je ne sais plus si c'est à Shikoku, il y a tout un village où les jeunes sont partis du village, donc il y a une grand-mère qui fait des poupées. Je crois que c'est devenu presque un peu touristique maintenant. Il y a une fiche sur Kampai, tout à fait, sur le village des poupées. Ouais. Et donc tout ça, c'est des conséquences qui marquent la société aussi. Autre information surprenante, le cabinet japonais a approuvé en mars un projet de loi qui vise à empêcher les délinquants sexuels condamnés de travailler avec des enfants, en créant un système exigeant que les écoles et les autres employeurs, ça peut être donc des garderies, des jardins d'enfants, etc., afin qu'ils puissent vérifier les antécédents d'infractions sexuelles des candidats au cours des 20 dernières années. Eh bien, on pourrait dire comme ça que ça nous paraît très évident, mais non, ça ne l'était pas, et donc ils se sont inspirés, donc c'est pareil, c'est des groupes à la fois de parents, d'associations, etc., qui ont œuvré pour que ce soit mis en place. Ils se sont inspirés du service de divulgation et d'interdiction du gouvernement britannique, il me semble, afin de mettre ça en place, et ça va être ouvert aussi aux clubs parascolaires, aux clubs sportifs et à d'autres entités privées pour qu'ils puissent s'inscrire volontairement à ce programme. Donc pour aller plus loin, le projet de loi il oblige les employeurs à prendre des mesures de sécurité si les employés sont reconnus coupables de tels actes. Donc ça veut dire qu'ils ont le droit de travailler quand même. Et par exemple, ça va être de pouvoir les mettre à des postes moins sensibles, donc sans contact avec les enfants, entre autres. Et s'ils ne peuvent pas fournir à ces employés qu'ils veulent garder une possibilité de travailler autrement, et bien là, ils pourront alors les licencier. La loi ira de leur côté.
De plus, si les employés n'ont pas de casier, les employeurs pourront enquêter sur leurs employés, même s'il n'y a pas si ce sont que des allégations qui sont portées contre eux. Notamment, je pense aux plaintes liées aux attouchements et au voyeurisme. On peut ne pas être condamné, mais s'il y a des allégations, eh bien là, ils pourront mener l'enquête justement. Ce qui n'était pas le cas non plus avant. Et pour rester sur ce sujet lié à l'enfance et à la protection de l'enfance, quelques chiffres qui ne sont pas réjouissants, mais qu'il faut connaître lorsque l'on parle du Japon. Eh bien, c'est un constat pour 2023 d'un nombre record sur plusieurs sujets, notamment les enfants victimes de ce qu'ils appellent de présumés abus. Donc là, on n'a pas le spectre de typologie d'abus, donc on va considérer ça au sens large, avec 122 806 victimes pour 2023, soit une augmentation de plus de 6% par rapport à 2022. C'est également une année de hausse pour les enquêtes criminelles de cas de maltraitance d'enfants, avec donc il y a plus de 2000 cas, c'est 9,4% de plus par rapport à 2022 selon les chiffres de l'Agence nationale de police. Et enfin, c'est encore un record pour les mineurs orientés vers les centres de protection de l'enfance à cause de violences psychologiques. Donc là, on est à 90 000 cas, un peu plus de 90 000 cas même, dont 50% sont liés à des violences domestiques. Donc ces chiffres, c'est pas qu'ils sont à prendre avec des pincettes, mais vu que le Japon est quand même très discret, on en parlait une fois sur les agressions sexuelles portées sur les femmes, c'est que le Japon il est assez discret à ce sujet, donc il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent, c'est pas quelque chose qui est facile à faire au Japon, on va dire, et en règle générale, hein, bien entendu, mais d'autant plus peut-être au Japon. Et on peut le deviner ça, puisque sur toutes les victimes présumées, par exemple, il y a 400 cas de violences sexuelles. Et donc, il note bien que c'est assez un ratio beaucoup trop faible par rapport à la réalité des choses. C'était une section pour vous informer de ce sujet que l'on évoque assez peu quand on parle du Japon, mais c'est des choses évidemment qui existent. Et le seul chiffre en baisse, c'est le nombre de décès liés aux maltraitances en 2023 qui serait tombé entre guillemets à 28 décès au lieu de 111 en 2006 qui était le pic de ces dernières décennies. Et je vais prendre le temps de vous parler d'un dernier sujet sur l'enfance, notamment avec la garde des enfants suite au divorce, puisque le Japon est connu pour être vivement critiqué pour son système de garde exclusive. C'est un pays dans lequel les deux parents ne sont pas autorisés à avoir la garde de l'enfant. Et donc c'est un projet de loi qui a été approuvé en mars, mais il n'a pas encore été appliqué. Il autoriserait donc soit la garde exclusive, comme ce qui se fait actuellement, soit la garde conjointe. Et ça, c'est une nouveauté et ça va aussi pouvoir améliorer à la fois les conditions des enfants et entretenir aussi une meilleure responsabilité des deux parents. Sinon, il y avait vraiment une interdiction de garde d'un des deux parents et ça posait d'autant plus problème lorsque l'un des parents était étranger, par exemple, au Japon. Le texte, il pourrait être approuvé d'ici juin et appliqué d'ici 2 ans. Et donc, si par contre il y avait des litiges entre les familles, eh bien c'est un tribunal aux affaires familiales qui prendrait la main. Donc, il faut qu'il potasse entre guillemets encore tout ça pour pouvoir sortir la loi et qu'elle soit bien appliquée. Donc ça, ce serait quand même une belle révolution au Japon. Sur le principe, c'est une excellente nouvelle pour les nombreux pères ou mères, mais souvent ce sont des pères étrangers qui font des enfants avec des personnes japonaises et qui perdent totalement du jour au lendemain la garde et puis même juste ils peuvent plus voir leur enfant tout simplement pendant des années jusqu'à leur majorité. Donc ça c'est un drame, il y a eu des reportages là-dessus et ce serait une très très bonne nouvelle pour ces cas qui sont très compliqués. Oui. Alors on va changer de sujet et s'intéresser maintenant au cinéma, parce qu'on a 3 news ce mois-ci liées au cinéma japonais, notamment bien sûr à la suite des Oscars qui ont eu lieu au mois de mars, donc les fameuses Academy Awards. Donc c'était une très très bonne année pour le Japon cette année, avec 3 nominations dans 3 catégories différentes, donc Le Garçon et le Héron qui a gagné l'Oscar du meilleur film d'animation, le film Perfect Days aussi qui a gagné le film étranger, le prix du film étranger, et puis Godzilla -1 qui a remporté le prix pour les effets spéciaux. Donc pour Le Garçon et le Héron, alors on a publié un article bien entendu sur Kanpai comme pour tous les films du studio de Ghibli.
C'est à nouveau donc pour Miyazaki l'Oscar du meilleur film d'animation après Chihiro, donc il y a plus de 20 ans. Évidemment, j'allais dire Miyazaki et Suzuki, donc son producteur, n'étaient pas présents à Los Angeles. C'est donc le directeur des opérations du studio, Kiyofumi Nakajima, qui a accepté le prix au nom du studio. Donc, le producteur du film, Toshio Suzuki, a appelé Hayao Miyazaki au téléphone pour lui annoncer la nouvelle. Il lui a dit, donc comme on dit en japonais, omedetou gozaimasu, félicitations. Et Miyazaki lui a répondu simplement otagai-sama desu, c'est-à-dire c'est réciproque. Donc la statuette de l'Oscar sera exposée au public au parc Ghibli, donc le récent parc Ghibli qui a ouvert du côté de Nagoya à partir du mois d'août. Et donc avec la nouvelle zone là, qui vient juste d'ouvrir ce mois-ci, on en parlait le mois dernier donc dans notre podcast Actu, ça devient une bonne période, d'après nous, pour visiter le parc Ghibli de Nagoya. Et dans le même temps, on peut également citer que c'est 2024, c'est la fête des 40 ans du second long métrage de Hayao Miyazaki, qui est le film Nausicaa, qui est son deuxième film après Le Château de Cagliostro, qui est le premier film de Miyazaki, qui a donc 45 ans. Et pour la statuette, il me semble qu'ils ont demandé aussi l'accord du fils de Miyazaki. C'est lui, une fois que lui a donné son accord, ils l'ont envoyé directement dans le parc. Donc on félicite également l'équipe du film Godzilla Minus One qui remporte donc l'Oscar des meilleurs effets visuels, et c'est la première fois qu'une production japonaise est récompensée dans cette catégorie. Et c'est d'autant plus impressionnant que c'est le film au plus petit budget à remporter cette catégorie, avec un budget de 15 millions de dollars. Alors je dis le film au plus petit budget, mais c'est après le film Ex Machina qui est sorti il y a une dizaine d'années environ, et qui n'a rien à voir avec le Japon, mais que je vous recommande absolument par ailleurs, parce qu'il est vraiment excellent. Donc le film Godzilla Minus One est sorti le vendredi 3 novembre au Japon, donc sans grande surprise, parce que c'est le Godzilla Day. Pourquoi on dit ça? Parce que c'est l'anniversaire de la sortie du premier film Godzilla au Japon, qui était le 3 novembre 1954, donc il y a bientôt 70 ans. Sur les 3 premiers jours de projection au Japon, quasiment 15% des places de cinéma étaient pour ce film. Alors nous, on l'a pas encore vu, Charlie, mais en tout cas, pour ma part, j'ai très très hâte, parce que apparemment, alors bien au-delà de cette récompense, le film apparemment est vraiment excellent. J'avais vu Shin Godzilla il y a quelques temps, donc de Hideaki Anno. J'avais écrit un article d'ailleurs pour Kampai, parce que c'était un film qui se basait moins sur la bête, mais plutôt sur la réaction politique, et c'était vraiment très très intéressant au niveau du regard sur la société japonaise. Mais là, on revient vraiment apparemment à un film de monstre, pas un film de kaiju non plus à l'américaine, comme on a avec les derniers Godzilla, King Kong, etc. Mais là, vraiment un film très japonais, donc j'ai très très hâte de le voir, et on espère que pour ceux qui l'ont vu, vous avez apprécié. C'est devenu, donc peut-être aussi grâce à cette récompense, Godzilla Minus One, le 3e film en langue étrangère le plus rentable de tous les temps aux États-Unis. Et pour la petite anecdote, le président donc, de la société de production Toho, donc Hiroyasu Matsuoka, ne voulait pas candidater aux Oscars, mais il a accepté quand même de mettre le film en lice, après que son équipe lui a annoncé que ça coûtait seulement $200 pour s'inscrire, donc pour lui c'est peut-être pas grand-chose. Autre vedette dans le cadre des Oscars autour de Godzilla, ce sont les chaussures Godzilla, qui étaient portées par l'équipe du film, qui était présente sur place. Et vous avez sans doute vu quelques photos passer sur les réseaux sociaux. Donc c'est des chaussures assez amusantes, parce qu'elles ont une griffe une sorte de patte de Godzilla au niveau du talon. Et elles sont l'œuvre du créateur de mode Ryosuke Matsui et de sa marque Hazama. Et le film d'ailleurs a remporté deux autres prix au Festival du film d'Asie cette fois, le meilleur effet visuel et meilleur son. Donc on vous encourage à voir le film de Takashi Yamazaki, Godzilla Minus One. Et dernière actu au sujet du cinéma ce mois-ci, ça concerne le film Mario, donc le film Super Mario Bros qui est sorti il y a à peu près 1 an. On vient d'apprendre qu'il y avait une suite qui était mise en production, toujours par le studio Illumination, qui est un studio français si je ne m'abuse, ou en tout cas il y a beaucoup d'animateurs français dedans. Donc toujours chez Universal. La suite du film Mario sortira le 6 avril 2026, donc dans 2 ans. Alors on ne sait pas exactement si ce sera une suite ou non, même si à la fin du générique du premier film Mario, on avait les Yoshi déjà qui couraient, donc on suppose qu'ils auront un rôle plus important dans le 2e film. Mais on sait déjà que ce premier film Mario de 2023 est le film d'animation le plus lucratif dans le monde à sa sortie, devant même La Reine des Neiges 2.
Sans transition, nous allons évoquer quelques chiffres liés au monde du travail, notamment en parlant du chômage au Japon. C'est vrai que le mot chômage ne va peut-être pas très bien coïncider avec celui du travail, néanmoins. Le Japon, il a une situation de chômage qui semble se stabiliser, voire même légèrement reculer depuis quelques années, avec cette année une situation qui offre un taux de 2,4% de chômeurs au Japon. Et est-ce que tu sais à combien on est en France ? Je crois qu'on est autour de 7 à 8%. Exactement, on est pile entre les deux puisqu'on est à 7,5% en France. Donc ce qui fait qu'il y a, on parle au Japon d'un flux tendu du travail, enfin d'un marché de l'emploi qui est qualifié de très tendu, puisqu'il y a un ratio de 127 offres d'emploi pour 100 demandes. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui n'est clairement pas de l'ordre du cas français, mais on n'est pas là pour comparer, puisque en plus de ça, ce taux il peut s'expliquer largement, puisque c'est la conséquence aussi de cette crise démographique qu'on évoquait tout à l'heure. Pour autant, cela crée une pénurie d'emplois au Japon, puisque donc tout à l'heure on parlait qu'il y avait peut-être aussi de moins en moins de jeunes et des gens qui vont fuir aussi les campagnes. Donc c'est-à-dire qu'il y a des secteurs qui vont subir cette pénurie d'emploi dans des typologies de métiers, notamment dans les transports, les bâtiments ou les soins à la personne. Donc tout à l'heure je parlais des exosquelettes pour les personnes âgées, donc tout ce qui va être métier de livraison, de transport, et ils font aussi de plus en plus appel aux personnes étrangères pour les soins à la personne, par exemple. Il y a vraiment un gros déficit dans ce type de métier. Toutefois, on note une baisse des salaires réels japonais en ce début d'année depuis 22 mois consécutifs. Donc on est un peu moins de 0,7% par rapport à l'an passé. En effet, le gain des salaires reste inférieur à la hausse des prix que l'on peut observer. Donc c'est aussi pour ça qu'on emploie le terme de salaire réel, alors que depuis 25 mois, justement, le salaire de base, lui, il augmente au Japon pour atteindre une moyenne de 280 000 yens, soit à peu près 1700 €. C'est 2% de plus par rapport à l'an dernier. Et néanmoins, le salaire réel, lui, est considéré à la baisse au Japon. Et donc ça tombe bien que l'on parle de ça, puisque il y a la période du Shunto. Donc c'est la lutte du printemps, c'est une période au Japon pour laquelle on négocie les salaires, donc c'est les syndicats qui vont être à l'œuvre de ces changements justement dans les salaires des Japonais. Donc tout l'enjeu c'est de discuter justement de ces augmentations de paie. Et le Shunto il est assez historique cette année, puisque notamment chez les grands groupes, chez Toyota par exemple, on va augmenter le salaire mensuel. Alors, on ne sait pas si tous les postes sont concernés, mais de plus de 170 €. Donc là, ils ne parlent pas de pourcentage chez Toyota, parce que comme ça, ça reste à leur discrétion. Chez l'informaticien NEC, on est à plus de 4,3% d'augmentation. Chez Mitsubishi Industries, 8,3%. Chez ANA, 5,6%. Et enfin, on a un petit record avec le groupe de sidérurgie Nippon Steel, qui lui arrive en tête avec 14% d'augmentation. Rien que ça. Et en fait, ça s'explique puisque vu qu'ils veulent racheter des groupes américains, ils tiennent aussi à sécuriser leur emploi et leur talent en interne. Et donc, on vous parlait en tout début d'année que la Banque du Japon, ça tu vas nous l'évoquer tout à l'heure Gaël, la Banque du Japon, elle annonçait la fin de sa politique accommodante concernant le cours du yen, et en fait elle attendait aussi le Shunto pour pouvoir appliquer de nouvelles conduites à tenir concernant la future politique monétaire japonaise. Sans ça, elle n'aurait peut-être pas pu commencer à se redresser. Kishida a salué les résultats de ces négociations qui sont allés souvent plus loin que ce qu'attendaient même les syndicats. Et pour rester dans la thématique du travail, là quelques petits chiffres, notamment pour vous indiquer que, on en parle souvent pendant les podcasts et je pense qu'on n'a pas fini, la place des femmes avec des postes de responsabilité au Japon est mal engagée dans le sens où le pays est le 28e pays en Asie-Pacifique sur 28, donc ils sont bons derniers. Voilà, donc on ne cesse pas le besoin de progrès face à certaines questions sociétales. Et un chiffre plus positif, on en parlait pour la crise démographique, mais le nombre de ressortissants étrangers résidant au Japon en 2023, il a atteint un nouveau record avec 3,4 millions de visas liés à l'emploi. Donc ça rentre dans ce cadre qui commence à être mis en place par le Japon, le fait de faire des efforts pour remédier à sa grave pénurie de main-d'œuvre. Donc c'est 10,9% de plus par rapport à 2022. Donc attention avec ce chiffre, puisque si on regarde un peu le détail, il y a quand même 25% de ce chiffre qui correspond à des stagiaires.
Donc voilà, on n'est pas sur de l'emploi périn, mais c'est quand même une belle avancée. Et les personnes qui sont concernées, enfin les nationalités qui sont concernées sont surtout des Chinois, des Vietnamiens et des Sud-Coréens. L'assouplissement monétaire sans précédent est désormais terminé. C'est une déclaration du chef de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, qui a mis fin aux mesures d'assouplissement. Donc tu en parlais, Charlie, c'est-à-dire que la politique monétaire accommodante japonaise est désormais terminée. La Banque du Japon a abandonné sa politique de taux d'intérêt négatif et son programme de plafonnement des rendements. Donc en gros, ce que ça veut dire, c'est que au lieu de passer à moins 0,10, on passe à plus 0,10. Donc comme d'habitude avec le Japon, c'est toujours un petit peu symbolique, mais malgré tout, c'est la fin d'une certaine politique, et vous le savez car on vous en parle très régulièrement, ça se dirige progressivement vers une augmentation du cours du yen. Alors pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Ça a même eu l'effet inverse, c'est-à-dire que le yen s'est encore déprécié face aux grandes monnaies comme l'euro et le dollar. Pour la première fois de son histoire, sauf erreur de ma part, le dollar américain a dépassé la barre des 150 yens. Quant à nous, au moment où on enregistre, 1 euro équivaut à plus de 163 yens, ce qui est vraiment très intéressant pour les voyageurs. Donc n'hésitez pas à retirer vos yens dès maintenant, parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Ça ne va peut-être pas changer dans les jours qui viennent, ni même les semaines, mais c'est pour prochainement. En tout cas, la banque a été convaincue par la forte croissance des salaires dont tu parlais tout à l'heure, Charlie. Ça lui permet d'atteindre son objectif d'inflation de 2% qui était longtemps infaisable. Mais ça signifie donc d'autres conséquences, c'est-à-dire que les coûts d'emprunt augmentent pour les entreprises et les ménages. Il y a également des taux d'intérêt qui sont plus élevés sur l'épargne et des produits importés moins chers. Alors évidemment, pour l'instant, c'est assez peu significatif parce que le changement est peu important, mais on se dirige quand même vers un nouveau cycle économique. Et dans l'intervalle, les banques et autres institutions financières ont plus de rentabilité, ce qui devait sans doute leur manquer, je pense. Ouais, c'est ça. Masahiko Kato, qui est président de l'association des banquiers japonais et président de la banque Mizuho, a déclaré que le fardeau n'augmentera pas immédiatement de manière significative. Donc oui, là-dessus, il compte y aller très très progressivement pour faire peur à personne. Si vous prévoyez de partir à plus de 6 mois, vraiment, il faut profiter de cet instant pour faire vos achats, vos réservations, etc. pour que le prix soit bloqué. Parce que d'ici à 6 mois, je pense que là, on aura bien senti la différence. Comme on disait tout à l'heure, on n'est pas médecin. Quand on vous parle du streptocoque, on n'est pas non plus à donner des conseils financiers. Mais comme toujours, le bon sens prédomine. Et comme en bourse, il ne faut jamais investir tout son argent d'un coup. Donc il faut faire progressivement. Et si vous partez au Japon au printemps, en été ou comme tu le disais à l'automne, ça ne fait pas de mal d'échanger un petit peu des euros contre des yens aujourd'hui, parce qu'on ne sait pas de combien sera le taux. Et là, on est quand même pas loin des records avec 163 yens, comme on le disait, pour 1 euro. Et pour parler politique, comme information, vous pourrez retenir que selon l'enquête de Kyodo News, il y a une chute de popularité du gouvernement Kishida qui continue sa route en fait, parce que c'est pas nouveau, loin de là. Donc c'est une chute de 4,4%. Ça fait écho à ce qu'on avait dit dans un podcast, peut-être notre premier podcast actu ou le second, Gaël. Il y avait tout ce groupe politique et d'autres qui auraient négligé de déclarer une partie de leurs revenus provenant de collecte de fonds et donc qui auraient créé des caisses noires pendant des années. Et donc évidemment, ça a soulevé un peu plus de défiance de la part des Japonais. Donc le sondage, il montre que 91,4% des interrogés pensent que ces députés impliqués dans le scandale n'ont pas rempli leurs responsabilités. Et il y a même d'autres taux qui montrent que le soutien auprès du PLD, donc le parti politique, lui, il est tombé de 24,5%. Donc il est au niveau le plus bas depuis 2012. Et dans le même temps, le taux de désapprobation du gouvernement Kishida, lui, a augmenté de 64,4% selon la même enquête. Et enfin, je terminerai avec ce chiffre qui montre que 77% des personnes interrogées estiment que des sanctions sévères seraient donc nécessaires contre ces dirigeants de la faction Abe. Donc voilà, le Japon connaît cette crise à la fois financière, politique, démographique. Il y a du mouvement, on va dire, chez le gouvernement. Et donc, ceux qui sont à la tête du gouvernement, eux, ne sont pas dans le cœur des Japonais, en tout cas de moins en moins. Dernière news de notre série qui était assez dense ce mois-ci, Charlie, ça concerne les sakura. Donc on a fait des points là depuis le début de l'année sur la floraison des cerisiers japonais qui étaient censés être en avance, et en fait, coup de théâtre,
avec le changement climatique, en fait plus simplement parce qu'il a fait froid. Ces dernières semaines, eh bien, les bourgeons sont en retard. Donc ça nous confirme que prédire le début de saison n'est pas une tâche facile. Il est de moins en moins évident de savoir quand va commencer le hanami, donc la période de floraison des cerisiers. Pour rappel, les fleurs restent environ 1 à 2 semaines selon la météo sur les arbres, donc c'est très court. Et du coup, c'est pas facile de prévoir son voyage quand on reste assez peu de temps sur place parce que la prévision elle a beau être faite tout au long du début d'année, mais en fin de compte, il suffit comme là cette année qu'il y ait 2 semaines ou 3 semaines de froid et de pluie et puis les bourgeons restent fermés. Donc la météo a été assez capricieuse au mois de mars, on a même eu des jours où il faisait vraiment très très froid ou alors avec des grosses pluies. Et en fin de compte, les dates de floraison se sont décalées au fur et à mesure de l'arrivée du printemps. Donc on s'aperçoit qu'elles sont plutôt en avance dans le nord du pays et sur le littoral de la mer du Japon. Et finalement, elles sont dans la moyenne des années dites normales, dans les régions les plus touristiques, c'est-à-dire Tokyo, Kyoto et puis vers le centre de l'archipel. Et enfin, on s'aperçoit qu'elles sont même retardées sur l'île de Kyushu, donc ça reste à confirmer évidemment. Donc on va pas vous refaire un calendrier complet, parce que là, ce podcast est diffusé début avril, mais on s'aperçoit que la floraison a lieu plutôt fin mars dans les régions les plus courues par les touristes. Donc si vous étiez ou si vous êtes au Japon, profitez-en. Si vous arrivez un petit peu plus tard, fin avril ou début mai, ce sera malheureusement trop tard. Et puis les dates, de toute façon, elles seront mises à jour, évidemment, sur Kanpai, avec l'article dédié à la floraison des sakuras. Donc pour finir sur ce podcast actualité, les sujets récurrents, donc notamment au niveau de la fréquentation des touristes étrangers au Japon, au mois de février, il y a eu 2 790 000 visiteurs étrangers au Japon, ce qui est un record qui n'avait pas été atteint depuis juillet 2019, où on était quand même quasiment à 3 millions. Ce qui fait qu'en janvier-février, on a eu 5,5 millions de visiteurs étrangers au Japon, c'est-à-dire plus qu'en 2020, 2021 et 2022. Donc ça fait plaisir de revoir des chiffres qui sont positifs. Au niveau des voyageurs français, on a eu quasiment 37 000 Français qui sont venus au Japon entre janvier et février. Donc j'espère qu'on aura autant d'auditeurs très rapidement, Charlie. En termes d'événements, donc le 1er avril a sonné le début de l'année fiscale au Japon. C'est peut-être aussi pour ça qu'on a beaucoup d'actualités. Je suppose qu'on en aura encore pas mal en avril, en tout cas on verra bien. C'est un mois qui est assez rempli aussi par diverses fêtes, notamment le jour de Hachiko, ce fameux chien de Shibuya dont on vous a déjà parlé. C'est une fête pas fériée, le 8 avril. Et le même jour, on a Hanamatsuri, qui est le festival des fleurs pour célébrer la naissance de Bouddha. Donc vous avez un article dédié sur Kanpai. Le 12 avril, c'est le jour du pain au Japon. Alors sachez-le, on trouve quand même pas mal de boulangeries au Japon si ça vous manque lors d'un long voyage. Je sais pas si tu l'as fait, Charlie, l'année dernière, mais en tout cas, on peut acheter du bon pain au Japon. Non, je me suis retenu pendant 4 semaines. Du 14 au 15 avril, on a le fameux festival Sanno Matsuri, c'est l'édition du printemps du festival de Takayama. Si vous vous y intéressez maintenant, j'ai envie de vous dire, c'est trop tard. Il n'y a déjà plus d'hébergement depuis très longtemps dans la région. On a le Onsen Matsuri, donc le festival des eaux thermales à Kinosaki, les 23 et 24 avril. On vous recommande d'y aller, même si ce sera sans doute très très bondé. Le 26 avril, donc juste 2 jours plus tard, on a le jour du bain au Japon, qui n'est pas férié, mais c'est l'occasion de fêter les onsen et les sento. Et ce sera tout pour ce qu'on a noté ce mois d'avril. En termes d'articles publiés ce mois-ci, on avait fini le mois avec le musée du caca à Tokyo, et on l'a démarré également à Tokyo avec le musée d'art numérique, un petit peu plus classe, pour le coup, plus facile à aborder en soirée. Le TeamLab Borderless, donc la réouverture en fait du musée TeamLab qui est toujours aussi apprécié au Japon. On est resté à Tokyo en parlant de Yanaka Ginza, une charmante rue commerçante rétro. On a parlé ensuite de la légende de Namazu, donc c'est le poisson sur lequel, selon la légende, le Japon serait installé. C'est le poisson-chat qui est à l'origine des séismes au Japon. Donc c'est assez intéressant, on a un long article de Marjorie qui nous explique un petit peu cette fameuse légende. On est resté à Tokyo avec évidemment ces 2 saisons, mais la rue Ajisai Dori, qui est une rue fameuse pour ses cerisiers précoces, des cerisiers Okamezakura. Ensuite, on est allé du côté du mont Fuji et on a visité la petite ville de Minobu avec ses petites villes charmantes avec ses temples cachés.
Ensuite, on est allé du côté de Kawagoe, donc pas très loin de Tokyo, pour vous présenter le deuxième Starbucks traditionnel du Japon, qui s'appelle Kanetsuki-dori, c'est la rue dans laquelle il est installé. Donc c'est dans un vieil entrepôt de l'air et d'eau. Il y a eu une rénovation pour faire un Starbucks un petit peu traditionnel. Et enfin, quasiment enfin, parce que tu as déjà abordé le sujet du streptocoque qui a fait l'objet d'un long article il y a quelques jours. Mais notre dernière fiche de visite du mois, c'était celle sur Shin-Nihonkai Ferry. Donc on a un reporter de Kampai qui a fait un long trajet entre la région du Kansai, dans la préfecture de Kyoto, jusqu'à Hokkaido. Il a pris un long ferry. Alors c'est assez intéressant, notamment on voit les photos de certaines cabines qui vont du dortoir jusqu'aux cabines assez luxueuses. Donc c'est assez amusant. Et si je me souviens bien, avec un bain vue sur mer pendant qu'on est dans le ferry. Vue mer, là c'est l'occasion de le dire. Alors au mois d'avril, on ne va pas tout vous dévoiler, mais on a évidemment un certain nombre d'articles et de fiches de visite à prévus. Donc toujours un rythme de 2 publications par semaine sur le site Kampai. On va parler du cimetière de Yanaka, d'un festival Bunkyo Tsutsuji. On va parler également de la préfecture de Hyogo, de Hibiya, et également du temple Tsukiji Honganji. Voilà un petit peu pour le programme. Alors il y aura d'autres surprises, on ne va pas tout vous dévoiler, mais on a toujours un programme assez chargé, donc n'oubliez pas de vous abonner gratuitement à notre newsletter pour être informé dès la publication de nouveaux articles. Ah oui, parce qu'au final, ça fait quand même pas mal de choses à lire sur plein de sujets différents. Et moi, je vais vous retracer ce que vous pourriez écouter sur vos plateformes de podcast préférées, évidemment. Donc en mars, on a eu un sujet avec Marjorie. On a fait une capsule sur donc le podcast Voyage qui était dédié à la carte Ikoka. Si ça vous parle plus, c'est un semblant de carte Suica qui n'est plus achetable maintenant au Japon. Donc on a dédié tout un podcast là-dessus, sur son utilisation, sur comment on l'achète en avance, etc. Le 13 mars, nous avons publié une interview. Donc c'est toi qui as mené l'interview comme d'habitude, Gaël, avec Caroline de Monoya Tokyo, qui est dans la création artisanale liée à la récupération de tissus sur des kimonos traditionnels, il me semble. C'est ça. Le podcast Destination a été consacré le 27 mars à Kyoto, un long podcast de 2h43. N'hésitez pas à l'écouter en une fois ou en plein de fois. On vous prend le temps de vous y détailler comment ça fonctionne pour y circuler, pour y aller. On ne passe pas à côté des activités phares, et en plus de ça, Marjorie et Kelly ont été d'un fort soutien pour proposer justement plein d'alternatives. N'hésitez pas à vous servir de leurs conseils pour profiter d'une journée par exemple dans le Gion, pour améliorer votre journée et passer peut-être un peu moins de temps dans les endroits très très bondés et découvrir justement des endroits qui sont peut-être même délaissés et qui sont tout aussi importants culturellement ou même en termes de visuel, de beauté au Japon. Concernant le mois d'avril, nous allons reprendre la main avec Marjorie sur le podcast Voyage, puisqu'on va parler de Takyubin, donc comment transporter ses bagages au Japon, comment gérer ses bagages en règle générale. Peut-être même on fera un aparté sur les prises électriques au Japon. Donc tout ça pour vous apporter évidemment ces conseils voyage. L'interview, c'est toi qui l'amèneras avec Zoé Djegu, qui est koyomiste. Donc koyomiste, ce n'est pas un art de vivre, c'est vraiment l'étude. Elle a sorti un livre dont vous avez parlé, des 72 saisons au Japon. Et le 24 avril, on parlera dans le podcast Destination d'Osaka. Donc aussi gros podcast, je pense, comme Kyoto et Tokyo. Peut-être un peu plus court, mais il sera forcément dense de toute manière, puisqu'on va essayer de vous apporter un maximum d'éléments que vous pourrez déjà retrouver sur Kampai. Ouais, on est toujours sur un rythme hebdomadaire. Alors à part là au mois de mars, il y a eu une coupe, comme vous avez expliqué, il y aura 4 semaines dans l'année où il n'y a pas de podcast, donc c'était au mois de mars, mais on est quand même sur un rythme toujours, chaque mercredi, vous avez votre épisode du podcast Kampai. J'en profite pour vous remercier à tous de nous écouter, parce que vous êtes de plus en plus nombreux, on dit ça chaque mois, mais c'est vrai. On a regardé les statistiques avec Charlie tout à l'heure, et je profite également de te remercier Charlie, parce que tu fais un très très gros boulot sur le podcast, il faut le dire, au-delà de tes interventions dans tous les podcasts, à part le podcast interview, eh bien tu es à l'œuvre dans l'ombre, c'est toi qui t'occupes du montage, de la diffusion aussi sur les réseaux sociaux, donc je tiens à te remercier, parce que tu fais un gros travail sur le podcast, et c'est grâce à toi que c'est possible. Eh bien, je te remercie chaleureusement, Gaël. Et toujours au rayon des remerciements, je remercie également
tout particulièrement nos lectrices et lecteurs qui nous ont commandé les packs soutien campagne, alors qu'on vous les cite chaque mois parce que grâce à eux, on peut continuer nos activités. Donc le pack soutien, c'est l'ensemble de nos livres. Donc il y a 4 livres papier, les tomes de livres de voyage au Japon de campagne, et ainsi que nos 2 e-books sur l'apprentissage du japonais. Donc le pack soutien, c'est l'ensemble en fait de ces livres qui sont vendus à un prix, c'est le maximum que vous puissiez donner pour soutenir campagne. Donc on vous remercie beaucoup. En l'occurrence, on remercie ce mois-ci Anouk, Christophe, Cindy, Evelyne, Étienne, Guillaume, Alexis, Christian, Laurence et Thierry. Merci beaucoup à vous et merci d'avance à nos auditeurs qui vont nous commander des livres sur campagne qu'on expédie tous les jours. Et puis on le répétera de temps en temps, mais on compte aussi écrire sur Kyoto. Donc voilà, on a sorti en décembre 2023 le tome 4 avec un ouvrage dédié à Tokyo. Donc là, ce sera sur le voyage de Tokyo. Voilà. Sur Tokyo. C'est bien avancé, en termes de rédaction, on est sûr de nous. Eh bien, je crois que c'est le moment de conclure ce podcast actu qui est peut-être le plus long jusqu'à présent, mais écoute, nous on prend plaisir à le faire. Et puis il y a des choses à dire, il se passe des choses au Japon, que ce soit de manière très positive ou des fois ça vous permet aussi de vous rendre un peu mieux compte de la situation de la société japonaise, qui a ses très beaux penchants, et puis des choses qui sont peut-être un peu plus moins reluisante. Ouais, un peu moins reluisante, un peu bloquée dans le temps peut-être aussi. Donc voilà, c'est évidemment un pays à prendre dans sa globalité. Donc comme ça, vous avez des informations à vous mettre sous la dent. Donc je te remercie Gaël pour ce moment et puis pour partager. Le prochain podcast Actu, il sera ensemble. Il sera le 30 avril, je ne l'avais pas dit tout à l'heure. Donc on se retrouvera à ce moment-là. Donc merci à vous pour votre écoute. N'hésitez pas à nous partager sur les réseaux sociaux, via les stories, via Twitter, X. On est aussi sur Thread évidemment, donc sur Facebook. Merci de nous écouter, de nous noter le maximum d'étoiles que vous puissiez. Donc le maximum c'est 5. Un 10. Et on vous dit à très bientôt. Au revoir Gaël. Merci Charlie, au revoir. Retrouvez plus d'actualités Japon sur nos podcasts. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Kampai. Nous espérons qu'il vous a plu et que vous en avez appris plus sur le Japon. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, de nous noter 5 étoiles si vous le souhaitez, et on vous dit à bientôt pour le prochain épisode.